Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie. La première, à la une de l'actualité de ce lundi 31 octobre, la consternation et la tristesse à Mahina après la mort d'un enfant de 3 ans. Le petit garçon aurait été étranglé, son père a été placé en garde à vue du chef d'assassinat. Une prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat, exonérée de charges sociales. Le pays adhère à la demande du patronat, l'une des mesures du pays pour lutter contre l'inflation. Les orientations budgétaires ont été débattues ce matin à l'Assemblée, vivement critiquées par l'opposition. Nous en parlerons avec Yvonique Raffin, le ministre de l'Économie et des Finances. C'est notre invité ce soir. La Toussaint, c'est demain. Partout en Polynésie, les tombes seront décorées dans les jardins ou dans les cimetières. Les fleuristes et les pompes funèbres bénéficient naturellement de retombées économiques. La mort, les revenants, les fantômes, célébrés de manière légère et ludique grâce à la fête d'Halloween. Des bonbons ou du boucan, c'est ce soir. Nous irons du côté de la mission. Mélodie Ouhila Moafa Sioné se trouve avec les membres d'une association de quartier qui compte bien s'amuser ce soir. Mais nous ouvrons ce journal par un drame ce dimanche à Mahina, révélé par Tahiti Info. La police a été alertée en début d'après-midi. Un enfant de 3 ans a perdu la vie dans un quartier de la Pointe-Vénus, probablement étranglé. Le papa est actuellement en garde à vue du chef d'assassinat. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Juan Poutoru et Nicolas Suir. C'est ici, dans une des servitudes du quartier Pujibé à Mahina, qu'a eu lieu l'infanticide dimanche dernier. La victime, un petit garçon de 3 ans d'une famille de 5 enfants. Alerté en urgence, la grand-mère et les secours sont arrivés quasiment au même moment sur les lieux, mais il était déjà trop tard. Il était bien, il était avec son papa, ma fille et moi je suis la grand-mère. Ma fille et sa grande sœur sont allées acheter des glaces et quand elles sont revenues, voilà, c'était fini. Donc pour les pompiers et l'ambulance, parce que je les ai vus vraiment travailler longtemps sur ce petit corps pour essayer de le réanimer, malheureusement sans succès. Ils sont arrivés sur place, on a trouvé donc un enfant en arrêt qui, 5 minutes après prise en charge, a été pris en charge directement par le SMUR. Pour le reste, c'est l'enquête en cours au niveau de la gendarmerie qui nous en dira plus. Du côté du voisinage, c'est l'étonnement. La famille était connue pour être sans histoire. Elle était même appréciée dans le quartier. Ça fait un petit choc, quoi. Comme on lui voyait commencer à grandir. Même on lui voyait faire ses premiers papas là. Aller le matin à la rivière, avec son papa, sa maman, ses frères, sœurs. Vous avez des contacts réguliers avec les parents? Non, pas forcément. On les voit tous les jours. Quand on va au travail, on lui dit un petit coucou, un petit bonjour, c'est tout. Hein. C'est un enfant qui ne restait pas sur place. Il bouge, il examine, il n'arrête pas de sautiller. Le papa, il me disait qu'il est malade, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il est mort, on se pose des questions. Dans ce drame, le père de la victime a été placé en garde à vue pour chef d'assassinat. L'autopsie du petit garçon est en cours pour déterminer les circonstances de son décès. Il semble qu'elle soit intervenue dans le cadre d'un contexte familial difficile. Dernier débat d'orientation budgétaire de la mandature ce matin à l'Assemblée. La lutte pour le pouvoir d'achat doit s'intensifier, a martelé le président Fritsch. Dans son discours, il a rappelé le contexte très particulier qui caractérise l'exercice budgétaire 2022 qui s'achève. Le budget 2023 se fera dans la continuité en préservant autant que possible les Polynésiens de la crise post-Covid et la guerre en Ukraine. Pour l'opposition, le gouvernement fait un déni de réalité. Le rapport d'orientation budgétaire serait flou et vide de sens. Écoutez Tevaro Fritsch, élu non inscrit. Il répond à Ayata Tarahou et Marcel Bonneau. J'ai qualifié ce rapport de Halloween, c'est pas de gaieté de cœur, mais il est vide de sens. Quelques citrouilles magiques sont affichées, effectivement. On sent qu'il y a une fin électorale, FAIM, qui se prépare. Mais aucun des grands défis qui se posent aux Polynésiens ne sont traités. Par exemple, on parle des inégalités qui sont criantes chez nous. Et il y a un écart de 1 à 9 entre les 10% des Polynésiens les plus pauvres et 10% des Polynésiens les plus riches. Quelle est la grande mesure qui est proposée, et elle est importante, c'est le permis de conduire. Nous avons donné rendez-vous au budget parce que ce sera l'occasion sur chacun des chapitres, lorsqu'on parle d'inégalité, lorsqu'on parle de transport routier,
Il n'y a plus d'embouteillage en Polynésie aujourd'hui. Lorsqu'on parle effectivement des difficultés de vie dans les îles, eh bien nous serons là pour savoir concrètement ce que ce gouvernement propose la prochaine fois et nous ferons des propositions aussi. Bonsoir Yvonique Raffin, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'économie et des finances, vous portez ce budget 2023. L'opposition, on l'a entendu, n'y va pas de main morte. On vient d'entendre Tevaro Fritsch parler d'un robe de Halloween qu'il juge vide de sens. Que lui répondez-vous ? D'abord, bonsoir Cybèle, merci de me recevoir. Et donc, je voudrais effectivement adresser mes salutations aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Alors, oui, l'opposition est dans son rôle. Nous sommes en démocratie et on s'aperçoit qu'effectivement, celle-ci fonctionne bien dans notre pays et nous la respectons. Ensuite, maintenant, s'opposer et critiquer, c'est facile, c'est très facile. Par contre, construire ou co-construire est un peu plus complexe et compliqué. Ce n'est pas une opposition constructive, selon vous ? Alors moi, ce que j'attends, en fait, ce que nous attendons tous de l'opposition, c'est qu'ils nous accompagnent dans ces moments de crise et que nous co-construisons effectivement l'avenir de ce pays en faveur effectivement des plus démunis d'entre nous, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nui Hauloré du groupe Aherea Polynesia, lui, dénonce un pays encore plus endetté, des réserves épuisées, avec trop d'impôts. Est-ce que la fameuse taxe sociale, la CPS, sera supprimée en 2023 ? Alors, c'est vrai que Nui Hauloré nous a effectivement asséné d'affirmations que je dément totalement. Effectivement, nos comptes sont plutôt sains. Nous avons une trésorerie assez confortable. Nous ne sommes pas en déficit, malgré quand même ce qu'il dit. 116 milliards de dettes, me semble-t-il, alors, c'est 116 2021. milliards d'emprunts, effectivement. L'encours de la dette sera à 116 milliards. C'est beaucoup ? Disons que ça dépend, effectivement, c'est beaucoup. On compare par rapport à quoi ? Si on compare par rapport au PIB, c'est par rapport pas à 2020, c'est davantage. Par rapport aux recettes, effectivement, réelles, nous sommes dans la normalité. Donc moi, je donne rendez-vous, effectivement, d'abord au budget 2023 qui sera présenté prochainement à l'Assemblée et surtout aux comptes administratifs qui montreront effectivement les comptes réels de l'exercice 2022. Merci Yvonique Raffin pour ces premières réponses. Parmi le train de mesures anti-inflation, le gouvernement propose d'exonérer de CST et de charges sociales les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat versées à la fin de cette année. Une proposition des partenaires sociaux qui date du mois de juillet. Mais le processus législatif prend du temps, beaucoup trop de temps selon le MEDEF. J'ose espérer que, comme on l'a connu au moment de la Covid, on saura prendre des mesures pour accélérer le processus, a déclaré Olivier Cressman, vice-président de l'organisation patronale. Qui est concerné par cette prime ? Comment sera-t-elle versée ? On voit cela avec Ayata Tarahou et Marcel Bonneau. Une prime provisoire pour faire face à l'inflation. Les salariés sont mitigés. On a besoin. Pour moi, personnellement, je préfère une augmentation à la fin du mois que la prime à la fin de l'année. Une revalorisation salariale plutôt qu'une récompense temporaire, le combat des syndicalistes. Je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait une prime de pouvoir d'achat. Ma position, moi, en tant que représentant des salariés, est de dire non. C'est le salaire des salariés qui doit être augmenté de manière stable, définitive, pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Une prime pour 2023, soit, elle peut rattraper, mais fin 2023, que devient-elle ? Elle disparaît. Le secteur de l'hôtellerie, lui, a décidé de s'en passer. La convention collective de l'industrie permet déjà aux employés de bénéficier d'une gratification annuelle et cette année, elle sera plus avantageuse. Dans notre secteur d'activité, on a un système qui s'appelle le service charge, qui est un pourcentage de notre chiffre d'affaires reversé à tous les employés de l'hôtel, le même montant pour tout le monde, au prorata du temps de présence. Et on a fait une bonne année cette année. Le montant de cette prime est assez conséquent et couvre largement le coût de l'inflation, donc plus de 7% effectivement. Donc voilà, ça compense largement l'augmentation des prix. La prime exceptionnelle pourra être versée en une ou plusieurs fois, exonérée de toute charge sociale, à condition que son montant ne dépasse pas 2 fois le SMIC brut. Nous vous proposerons d'exonérer de CST et de charges sociales
les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat qui pourraient être versées dès la fin de cette année. Oui, mais voilà, la loi de pays n'a toujours pas été soumise aux élus de Tarahoy. Proposée par le patronat au mois de juillet, ils commencent à s'impatienter. On est vraiment là dans une course contre le temps par rapport au processus législatif, au processus de l'électeur, de l'Assemblée, qui est au profit du salarié. Et j'ose espérer que, comme on l'a connu dans les périodes difficiles au moment de la Covid, on saura prendre des mesures pour accélérer le processus et que rapidement cette prime puisse être versée. La prime pourrait concerner plus de 55 000 salariés. Libre choix est donné aux employeurs de l'attribuer ou pas en fonction de leur activité. Yvonique Raffin, accélérer le processus comme le souhaiterait le MEDEF, c'est envisageable ? Alors oui, c'est envisageable puisque le texte sera présenté en commission ce vendredi-ci, le 4 novembre, et nous espérons effectivement passer en session plénière le 17 novembre prochain. Cela fera vraiment une différence pour le porte-monnaie des patrons ? Alors oui, effectivement, donc c'est le porte-monnaie du salarié. Nous allons effectivement Mais les patrons sont exonérés de charges du coup. Alors nous allons effectivement exonérer de charges fiscales, donc la CST, et de charges sociales, donc tout ce qui est cotisation, donc à hauteur de 2 SMIG, ça il faut bien le préciser, donc ce pouvoir d'achat qui a été proposé par les employeurs. Donc ça sera fait avant novembre 2022 pour avoir effectivement cette prime qui serait versée pour Noël. Autre mesure que vous annoncez, se loger décemment est devenu très difficile pour les jeunes couples. Vous avez décidé de rétablir la défiscalisation locale pour le secteur du logement intermédiaire. Concrètement, quand verra-t-on les effets de cette défiscalisation ? Alors, les textes sont prêts. Ils seront présentés aussi incessamment sous peu et seront votés avant la fin de l'année. Donc l'objectif étant de voter cette défiscalisation, ce texte pour les logements intermédiaires avant fin novembre. Qu'est-ce que ça va changer pour ces couples qui sont en demande ? Alors ça va leur permettre d'avoir accès au logement en tant qu'habitation principale, d'être exonéré, d'avoir une défiscalisation, donc de toucher par exemple un logement. Aujourd'hui, un F1 de 47 mètres carrés se vend à peu près à 30 millions. Demain, avec cette exonération, cette défiscalisation, ce même logement, le logement, donc les intermédiaires vont pouvoir le toucher à moins de 16 millions. Les élections territoriales approchent. Du coup, toutes les mesures que vous prenez sont passées au crible par l'opposition. L'augmentation du Moniru-O, des allocations familiales, est-ce une mesure solidaire ou électoraliste, Yvonique Raffin ? Alors, si on devait effectivement écouter l'opposition, il fallait ne rien faire et attendre le mois de mai pour pouvoir réfléchir. Le gouvernement d'Edouard Fritch est plutôt dans l'action et a préféré effectivement accompagner le pouvoir d'achat pendant que cette année, le SMIC a été augmenté de 3 fois. 3 fois, le SMIC a été augmenté. C'était une obligation. Il n'était pas question, en tout cas pour le gouvernement Fritch et pour le président Fritch, d'attendre et d'accompagner aussi les Moniru-O et les allocations familiales parce qu'il y a quand même des familles qui n'ont que ça comme revenu. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, la taxe sociale, est-ce qu'elle va s'arrêter en 2023 ou vous pérennisez cette taxe ? Alors, vous dire que la TVA sociale, cette contribution pour la solidarité s'arrêterait en 2023, je vous mentirai. Je vous mentirai parce que nous avons des déficits abyssaux sur la protection sociale généralisée. Il nous faut d'abord remettre les comptes, les balances, de manière à ce que tout le déficit que nous connaissons soit résorbé. Elle a tenu ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans les résultats attendus et nous escomptons pour l'année prochaine effectivement avoir un même résultat et voir à venir soulager cette protection sociale généralisée. Vous restez encore avec nous. Réunion de crise des armateurs vendredi. Selon la Confédération, la situation n'est plus tenable dans ce contexte de hausse du prix du gasoil. Le gouvernement a annoncé une réduction de 10 francs du carburant, mais tous les armateurs ne sont pas concernés. Mélodie Ouhila Moafa Sioné.
La gestion de crise se poursuit pour les armateurs de la Polynésie. Après plusieurs réunions en commission de révision tarifaire, le gouvernement a finalement accordé une baisse de 10 francs sur le prix du carburant pour tous les armateurs, sauf ceux de Moorea. Incompréhension totale pour ces derniers qui se retrouvent au pied du mur. Soit on détériore le service, c'est-à-dire qu'on enlève des navettes dans la journée pour réduire la voilure. Et du coup, ça va détériorer de fait le service. En tout cas, ça va réduire du coup le nombre de personnes totales qu'on peut emmener sur Moorea. Soit on augmente les tarifs et on les augmente fortement parce qu'encore une fois, on ne s'y retrouve pas, on perd de l'argent avec les tarifs actuels. Le prix du ticket avoisinerait les 3 500 francs et pour les autres, ces 10 francs sont un bon début mais ne suffiront malheureusement pas. Et même avec la hausse du fret de 5,86% concédée par le gouvernement, la marge de manœuvre reste très faible. Le prix du fret qui a été augmenté ne concerne que les marchandises qui sont prises en charge par le pays au profit des populations. Donc on comprend bien que le territoire veut limiter l'augmentation du prix dans les îles, mais c'est insuffisant aussi pour nous. Il faudrait une diminution de 20 francs du prix du gasoil. En 2022, c'est en mode survie. En 2023, je crois que là, il y aura beaucoup de casse s'il n'y a pas une réaction forte du gouvernement. La Confédération est prête à poursuivre les négociations avec le pays. Il s'agit selon eux de trouver des solutions viables sur le long terme et pour les armateurs et pour les usagers en bout de chaîne. Monsieur le ministre, les armateurs qui demandent une baisse du gasoil de 20 francs, c'est envisageable ? Alors, si votre question, effectivement, est de savoir si la décision qui a été prise aura un impact positif sur le pouvoir d'achat du consommateur, des Polynésiens... Ce n'est pas ma question. La réponse est oui. Effectivement, le pays prendra à sa charge effectivement, cette baisse au travers du FRPH, la baisse du gasoil, et surtout le fret pour les îles sera pris en charge à 100%. Visiblement, ce n'est pas assez pour les armateurs. C'est jamais assez, malheureusement, mais nous avons aussi effectivement des comptes, des deniers publics à bien effectivement utiliser à bon escient, de manière à ce que tout le monde soit servi. Et Moorea, les armateurs de Moorea ont été écartés, pour quelle raison ? Alors, un texte est en cours de construction. Nous allons maintenant effectivement différencier les navires à grande vitesse de ce qu'on appelle les navires type Ro-Ro, donc à moins de 18 nœuds. Donc un texte est en évaluation pour pouvoir ensuite fixer le prix du gasoil pour chaque type de navire. À propos du prix des hydrocarbures, justement, Nui Haulore dénonce le fait que vous finissiez toujours par trouver ici et là des milliards pour compenser les augmentations. Comment allez-vous faire en janvier lorsque les fonds seront épuisés ? Il dit que vous devez trouver 3 milliards tous les 3 mois, que ce ne sera pas simple à trouver encore et encore. Ben là, en fait, c'est directement effectivement les effets positifs, là, pour le coup, de l'inflation qui génèrent des recettes supplémentaires qui nous permettent effectivement de poursuivre ce soutien au FRPH, donc aux hydrocarbures. Donc, toujours, in fine, pour la population. Effectivement, comment est-ce qu'on trouve l'argent ? Ben, par une gestion saine, de manière à ne pas avoir de déficit. Donc ça montre bien que les comptes ne sont pas asséchés. Vous comptez d'ailleurs réformer le FRPH et encourager les énergies renouvelables. C'est un peu l'esprit du budget 2023 ? Effectivement, en 2023 sera une année effectivement, de réflexion sur la réforme de ce FRPH qui a été maintenu et qui joue pleinement son rôle. Heureusement, merci le FRPH. Et avec le fonds de transition énergétique de 7 milliards annoncé par le président Macron, nous allons effectivement encore plus accélérer la transition énergétique de notre pays. Un grand merci d'être venu nous expliquer tout cela, Yvonique Raffin. Merci beaucoup. Merci Cybèle. La guerre des opérateurs de téléphonie mobile est loin d'être terminée. Après Vodafone, c'est au tour de Viti de dénoncer le monopole d'Onati sur le marché de la fibre, mais aussi le manque de transparence concernant sa tarification aux consommateurs et aux opérateurs. Pour Viti, Onati abuse de sa position dominante sur le marché de la fibre et impose dans le même temps des coûts de location de lignes prohibitifs. Elle a déposé plusieurs plaintes auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence. Écoutez Bernard Forêt, le directeur général de Viti, au micro de Nicolas Suire. Chaque fois que quelqu'un souscrit un abonnement fibre optique, il y a 2 abonnements payés, un par Viti et un par le client. Et du coup, ce coût représente est de plus de 3 000 francs
Et aujourd'hui, on n'a jamais réussi à comprendre quelle était la composition de ce coût. Sur le deuxième problème, sur la portabilité du numéro, donc là, on a décidé depuis le mois d'octobre d'attaquer au tribunal administratif, de déposer un recours pour enjoindre la Polynésie française à mettre en place les décrets d'application et la solution qui permettra la portabilité du numéro en Polynésie française. L'actualité, c'est aussi et surtout la Toussaint. À Bora Bora, la commune ne dispose pas de cimetière communal. Les défunts sont enterrés près des maisons, dans les jardins. Des tombes entretenues et décorées, l'occasion pour les fleuristes de récolter un peu d'argent en vendant des bouquets. Tamatea Terorotua les a interviewés. On fait ça tous les ans. Si tu veux, c'est familial. Hein? C'est à ma belle-mère. Elle a un fardeau de fleurs, du coup, tous les ans, à chaque Toussaint, elle fait des bouquets de fleurs. C'est pour tout le monde, il y en a qui peuvent se permettre et il y en a... Et même s'ils ne sont plus là, hein, je trouve ouais, c'est important. T'as pas regardé le prix? Ben non, quand on aime, il n'y a pas de prix quand on aime. La Toussaint est une fête religieuse où l'on commémore donc les défunts, une période où les cimetières se parent de 1000 couleurs, fleurs, plaques funéraires, revêtements en granit habillent les tombes. C'est tout un secteur qui double, voire triple son activité en l'espace de quelques jours. Le point avec Mélodie Uhila Moafa Sioné et Jacques Damour. Pas le temps de souffler dans cette marbrerie funéraire à Aroué. Finition des plaques funéraires, préparation des revêtements en granit et livraison sur Mahina et Fa'a'a. Les dernières après 1 mois et demi intense. Depuis septembre, les commandes ont été multipliées par 3, et ce malgré la hausse des prix des matériaux. Déjà, le mètre carré coupé, on est à 50 000 francs. Le mètre carré le moins cher, après ça va jusqu'à 70 000 francs. Le mètre carré coupé posé. On passe à 30% en plus des mois derniers, quoi. On ne chôme pas non plus côté fleuriste. Au marché de Fa'a'a, Amanda Timo et son équipe sont sur le pont depuis 4 heures du matin. 500 compositions florales uniquement pour ces 2 jours. Un pic d'activité attendu, espéré après la Covid. Bilan plus ou moins positif pour Amanda qui réalise déjà 40% de chiffre d'affaires en plus. C'est bien, ça vend bien. Mais par rapport à ce qu'on achète, moi j'achète tout. Jusqu'au feuillage, les fleurs. Et cette année, ils ont quand même augmenté les fournisseurs par rapport au prix que je vends. Voilà. Mais on essaie de toujours rester au prix normal qu'on fait tous les ans. Voilà. Entre 3 000 et 5 000. La reprise post-Covid s'annonce plutôt bien selon les professionnels du secteur, malgré un contexte d'inflation généralisée. Pour les fleuristes en tout cas, le pic d'activité se maintiendra encore toute cette semaine. Le Festival de la jeunesse ou l'occasion de valoriser les 15-25 ans. 4000 jeunes sont attendus. Les premières délégations des îles sous le vent sont arrivées cet après-midi avec 500 jeunes des îles. Huahine, Rayatea, Ta'a, Bora Bora et Mopiti. Demain, ce sera au tour des jeunes de Moorea et de Mai'o. Le festival se tiendra de mercredi à vendredi à Papeete sur 5 sites d'activité. Les organisateurs disent à Nicolas Suer combien cet événement est important pour eux. Suite à ces 2 années difficiles dues au Covid, les jeunes ont interpellé le ministère et les associations pour mettre en place un événement durant lequel ils vont se rencontrer, se rassembler et mettre en valeur leurs talents au travers des ateliers sportifs, des concours de danse qui vont être organisés durant les soirées. Les jeunes qui affectionnent particulièrement Halloween, ils seront quelques-uns ce soir à sillonner les quartiers déguisés en morts-vivants et autres sorcières. Nous allons tout de suite rejoindre Mélodie Uhila Moafa Sioné du côté de la mission. L'association Vaimahina Note Papa a décidé de fêter dignement Halloween cette année. Bonsoir Mélodie, il y aura distribution de bonbons ce soir. Bonsoir Cybèle, c'est bien ça. Alors il fallait d'abord mériter ces bonbons. Avant cela, à partir de 17h, ces 200 enfants du quartier de la mission se sont vus proposer des activités, mais des activités aussi par rapport à la fameuse fête d'Halloween. Donc nous sommes avec la présidente de l'association Vaimahana, qui est justement à l'initiative de la fête de Halloween de ces jeunes. Alors présidente, comment ça se passe, la mission accomplie pour cette première ?
Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais saluer tous les spectateurs et spectatrices qui nous regardent ce soir. Effectivement, c'est un point positif pour nous, pour l'association, de pouvoir fêter Halloween avec tous ces enfants du quartier. Depuis 2 ans, avec le Covid, nous n'avons pas pu honorer cette fête d'Halloween. Alors, c'est nous qui allons vers les enfants pour pouvoir distribuer les bonbons Halloween. Cette fois-ci, avec cette ouverture, nous avons pu fêter Halloween avec nos enfants du quartier. Et comment avez-vous financé justement ça? Alors nous tenons tout particulièrement à remercier la ville de Papeete, notre maire Michel Buyard et son conseil municipal, ainsi le contrat de ville et l'association Veille Mahina. Quelle est la suite? Alors la suite, le 26 novembre, nous avons on va dire le repas des Matariapo. Et le 16 décembre, nous allons clôturer l'année avec la Noël des enfants. Alors, juste un dernier mot, je voudrais souhaiter à tous une bonne fête de la Toussaint et que Dieu vous garde. Pas mal. C'était Mélodie Oulamant passionnée de la mission. Et merci beaucoup Mélodie. On arrive au terme de cette édition. L'actualité est marquée ce soir par ce drame à Mahina. Un enfant de 3 ans a perdu la vie dimanche. L'autopsie pratiquée aujourd'hui permettra de savoir s'il a bien été étranglé. Le père de la victime a été placé en garde à vue du chef d'assassinat. Et puis, prudence sur les routes, un accident s'est produit il y a moins d'1 heure au niveau du rond-point de la Poste à Aloué. Un véhicule a percuté un piéton. Les secours sont sur place et tentent de réanimer la victime. Ils tentaient de réanimer la victime il y a quelques minutes, d'après la gendarmerie. Sur notre antenne, ce soir, 2 séries, Pour te retrouver et Pambélé. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.